Alors bonjour à tous, je vous propose donc de commencer ce lancement qui est organisé sous forme de webinaire. Vos micros sont désactivés, mais vous pouvez bien sûr interagir avec nous sur le module de chat. Vous trouverez l'onglet qui se situe en haut de votre écran en forme de bulle. Ce webinaire est enregistré afin d'établir le compte-rendu et aussi de diffuser l'information aux personnes qui n'auront pas pu assister aujourd'hui. Et le PowerPoint de la présentation vous sera bien sûr également transmis à l'issue de la réunion. La présentation de cet après-midi sera suivie d'un moment d'échange pour parler un petit peu de vos attentes vis-à-vis de l'étude et de vos remarques. Si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points dans l'onglet qui est en haut. Vous aurez un menu déroulant qui s'affiche et donc vous pourrez cliquer sur lever la main. On vous donnera bien entendu ensuite la parole. Voilà pour le petit rappel du fonctionnement technique. Monsieur le vice-président, je vous laisse la parole. Bonjour à vous tous, on ne va pas allonger, donc je suis ravi d'être dans cette réunion qui est très importante pour nous dans le développement de l'attractivité de notre territoire, dans le développement évidemment de notre filière œnologie avec l'ensemble des excellents producteurs que nous avons sur le territoire de la métropole. Il y a un retard qui a été pris, c'est indéniable, par rapport à tout ce qui s'est fait dans d'autres parties du département. Nous avons un travail de structuration, nous avons un travail de mise en connaissance, nous avons un travail d'aide et de soutien à la qualité, aux politiques de qualité que vous avez, mais également à la commercialisation et à le faire savoir auprès de notre population et de nos touristes, puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une étude qui est dans une démarche qui est œnotourisme, donc qui est dédiée à ce que les touristes qui viennent de un jour à un séjour plus long sur notre territoire puissent découvrir la qualité des produits que vous proposez et évidemment ce produit qui est l'identité même de notre territoire. La deuxième chose qui me fait grand plaisir, c'est que j'ai en présentiel, je sais que vous n'avez pas cette chance-là, excusez-moi, j'en bafoue, d'avoir mon ami Yvon Pelé à ma droite et surtout Isabelle Touzard à ma gauche. Donc je sais que nombre d'entre vous vous m'enviez, mais c'est comme ça. C'est un des avantages que j'ai dans cette fonction de vice-président, c'est d'avoir mes deux amis à mes côtés. Mais ça vous prouve une chose, c'est qu'on est tous mobilisés sur ce dossier. En dehors de la blague que j'ai essayé de faire pour qu'on sourie un peu, parce qu'en ce moment on sourit pas beaucoup, c'est que vous avez 3 vice-présidents de la métropole à Paris, trois responsables importants de la métropole qui sont là, unis, pour qu'on ait une démarche cohérente, responsable, mais également très active pour soutenir votre filière. Ensuite, Yvon, un petit mot ? Isabelle ? Oui, Isabelle. Non, je ne vais pas en rajouter parce qu'il faut qu'on rentre au vif de l'action. Je crois que tout le monde est en attente. Donc bonjour à tous, ravi qu'on soit tous réunis autour de ce sujet important. Je rajouterais juste, pour ce que je comprends de l'enjeu de l'œnotourisme, c'est sûr que c'est l'attractivité du territoire, mais c'est aussi le modèle économique et l'avenir de nos exploitations viticoles qui souvent, face au bouleversement que l'on connaît de toutes parts, qu'il soit climatique, qu'il soit lié au marché, ont besoin de diversifier leurs revenus souvent, et l'œnotourisme, c'est bien entendu un complément de revenus qui est important et pour la profession. Donc voilà, c'est aussi pour le devenir, je pense, de la filière que l'enjeu touristique est fondamental. Cette dimension économique, on l'a bien en tête. Elle rejoint aussi une dimension urbanistique, la question de l'œnotourisme. Et comme on est en pleine révision du PLU, enfin, élaboration d'un PLU intercommunal, il y a des enjeux urbanistiques derrière. Et voilà, je pense que cette étude tombe à pic de ce point de vue-là. Eh bien, moi aussi, je suis satisfait d'être là, d'être entouré avec mes amis. Alors, vous avez vu que Cyril préférait Isabelle, puisqu'il a dit surtout Isabelle. Hein, Cyril, mais ça, c'est bien de toi. Mais je ne le nie pas. je le sais. Donc, en tant que représentant de la politique du vin dans cette métropole, puisqu'à l'époque, c'était même l'agglomération. Donc, le vin qui est quand même, il faut le savoir, le deuxième PIB, donc au niveau du département, après le tourisme. Hein. Donc, on a le tourisme, on a le vin, donc on a le no-tourisme. Dans cette belle métropole, comme je dis toujours, avec une belle capitale, Montpellier, et 30 joyaux autour que sont nos villages,
découvrir le territoire de cette métropole, découvrir les vignerons, découvrir nos beaux villages, découvrir toute l'histoire de ce territoire. Alors pour moi, cette étude œnotouristique, donc ce lancement de l'œnotourisme sur la métropole est quelque chose d'important. On le voit au niveau du département avec le guide du routard et la politique œnotouristique que l'on a mis ensemble, Cyril, on siège ensemble au département. Et aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui où on parle très franchement et très cordialement entre le département et la métropole, je crois qu'on a un grand pas à faire, hein. On avait créé à l'époque la route des vignes et du patrimoine. Je me souviens, j'avais été l'instigateur à l'époque, mais les méandres de la chose politique ont fait que cette route elle s'est un petit peu perdue. Je crois qu'aujourd'hui, on a un super challenge. On a de super vignerons, on a un super territoire qui part de la mer jusqu'aux avant-monts. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont là pour qu'on réussisse cet œnotourisme sur la métropole de Montpellier. Et allons-y avec le guide du routard, avec d'autres partenaires. Donc on a tout pour réussir. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je vais juste rapidement nous présenter. Donc, moi je suis Sylvie Bélanger, je suis la responsable donc, du service tourisme, commerce et artisanat de la métropole, qui est un service donc, au sein de la direction du développement économique. Nous sommes donc en pilotage de cette étude et nous serons avec Floriane Frelon qui va prendre la parole, vos interlocutrices en l'occurrence, pour toutes vos questions, toutes vos attentes donc, concernant l'œnotourisme. Vous aurez nos coordonnées et bien sûr vous pourrez nous contacter, on vous laissera les adresses mail pour voilà, que vous puissiez nous faire part voilà, d'échanges ultérieurement à la réunion. Donc je vais laisser la parole à Floriane Frelon qui au sein du service donc est en charge de cette belle étude. Tout à fait, merci Sylvie. Donc bonjour à tous, hein. Sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu plus de l'étude. Donc l'objet de cette étude, c'est vraiment de structurer l'œnotourisme sur le territoire de la métropole, de construire une stratégie qui sera partagée avec les acteurs du territoire, mais aussi en cohérence avec les territoires voisins, et bien sûr de pouvoir candidater au label Vignoble et Découverte d'ici la fin de l'année 2021. Dans cette perspective, nous avons mandaté le prestataire À Tout Terroir qui va nous accompagner. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Laetitia Mathieu et André Derieux qui vont nous présenter donc les grandes phases de la mission, la méthodologie et également le planning prévisionnel. Merci à vous. Laetitia, est-ce que tu peux activer oui. ton micro? C'est bon? Ok, super. Il est activé. C'est bon. Il est activé. C'est bon. Donc, je suis Laetitia Mathieu, donc je suis la gérante de la société À Tout Terroir, qui est une société qui fait du conseil, de l'accompagnement et de la formation à toute la filière viticole et associée, donc tout ce qui tourne vraiment autour du vin. Je partage cette étude avec André Derieux, qui se présentera un petit peu plus et qui est spécialiste notamment œnoculturel. Je vais juste vous partager en fait le PowerPoint de la présentation pour que vous puissiez suivre. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On voit ton écran. C'est bon? Oui. Allez, super. Donc, je vous présente du coup cette mission. Je vais vous présenter d'abord l'équipe. Donc, évidemment, il y a moi, je me suis présentée. Donc, moi, je suis spécialiste sur toute la partie communication, marketing et œnotourisme pour la société. Jocelyn Mendigal, qui est mon bras droit sur la formation, mais qui est aussi sommelier professionnel et qui fait beaucoup de conseils à la partie CHR. Simon Pagès, qui est mon responsable CHR, qui est aussi formateur spécialisé dans les spiritueux, mais qui travaille vraiment en étroite relation avec les restaurateurs et qui travaille beaucoup sur la partie production et commercialisation des vins en France. Sur la partie export, c'est plutôt moi. Grégory Soma, donc qui est plus connu sous le nom de 50 Wines of Greg, puisqu'il est influenceur
sur les réseaux et qui est chez nous le responsable digital, mais aussi formateur sur toute la partie digitale auprès notamment des vignerons. Baptiste Rosbono, qui est sommelier, qui est en train de préparer le concours MOF et qui est actuellement champion de France et champion du monde de la sommellerie Sud de France, qui lui est responsable plutôt sur la partie sud-ouest avec les restaurateurs et avec les vignerons. Et Thibaut Crestini, qui est spécialiste du secteur toulousain et qui fait du conseil et de la formation aussi sur la partie CHR et vignerons, et notamment la vente de vin, les créations de cartes de vin, etc. Voilà. Et puis André Derieux, donc André, je vais te laisser te présenter. Oui, André Derieux, donc je suis consultant et acteur de l'œnotourisme depuis 2005, et une partie de l'œnotourisme qui est plus particulièrement celle de la valorisation des patrimoines œnoculturels. Et dans ce cadre-là, j'ai participé, j'ai accompagné de nombreuses destinations vignobles et découvertes en France, notamment dans le Languedoc, pour leur labellisation. Et j'ai travaillé sur un positionnement œnoculturel justement des différentes destinations vignobles et découvertes à l'échelle de la région Occitanie, ce qui est très intéressant dans la mesure où ça permet de faire ressortir, on va en reparler, de faire ressortir l'identité des différentes destinations de vignobles, les unes par rapport aux autres. Des identités qui ne varient pas simplement par les vins, par les cépages, mais aussi par leur dynamique géo-historique et par leur histoire et leur culture. Voilà. Oui, voilà un petit peu un topo de notre expérience commune. Pardon ? Laetitia, tu nous entends ? Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire, défiler ton PowerPoint ? Ben, il défile là. Non. Non, on ne le voit pas. Non, vous voyez pas ? Non. On a la première page. Ah, la première page, oui. Ah, voilà. Et est-ce que comme ça, vous voyez ? Non. La première Si je page. partage. Ah, ça y est, là c'est bon. Là, c'est bon ? Est-ce que tu peux essayer de le mettre en plein écran ? Eh ben, c'est quand je le mets en plein écran, ça défile pas en fait. Là, D'accord. vous voyez ? Ok. Là, on le voit. Laisse comme ça alors. Ouais. Oui. Si je change, c'est bon, vous voyez ou pas ? Ouais. Oui. Ok. On te fera Alors, signe si on voit pas. pardon ? On te fera signe quand tu présenteras les grandes phases, si le PowerPoint ne défile pas, on te fera signe. Ça marche. Donc je reviens un peu sur ce que disait André. Voilà un peu notre expérience vignoble et découverte. Donc à nous deux. Alors on a collaboré sur déjà plusieurs projets ensemble. Il y en a certains où il a travaillé sur certaines parties, moi sur d'autres. Donc on a travaillé sur Pic Saint-Loup, sur le Languedoc-Cœur d'Hérault, sur Minervois, Saint-Chinian-Fougères et au Languedoc, Béziers, Canal du Midi, Tours, Méditerranée. Et puis vous. Maintenant aujourd'hui on est ravis de vous accompagner. Le positionnement œnoculturel de la région Occitanie par André. Moi je me suis beaucoup occupée de dossiers de vignobles et découvertes. Alors André était plutôt sur la partie œnoculturelle, moi j'étais vraiment sur la partie œnotouristique et stratégie œnotouristique, donc sur ces autres destinations. Et du coup aujourd'hui voilà, on est fiers de pouvoir vous accompagner sur la vôtre de destination. Concernant donc votre projet Vignobles et Découvertes, est-ce que vous voyez les 4 phases s'afficher ? Oui ? Non, on les voit pas. Non, Laetitia, on les voit pas. Vous ne les voyez pas ? Et si je mets comme ça ? Oui. Ok, on va rester comme ça sera plus simple. Petit. Donc le projet de développement de la structuration de la filière œnotourisme sur Montpellier Méditerranée Métropole, elle va se définir sur 4 phases. Donc on va revenir dedans juste après. Je vous les présente brièvement. Une première phase avec un état des lieux et des enjeux de la filière œnotouristique et de l'œnoculturel aussi. La phase 2 avec la définition des orientations stratégiques à mettre en place justement sur l'œnotourisme. La phase 3 avec une élaboration du plan d'action. Et la phase 4 avec évidemment la rédaction du dossier de candidature vignobles et découvertes qui doit être déposé donc avant le 31 décembre comme vous le voyez sur le PowerPoint.
Première phase, donc sur l'état des lieux et des enjeux. L'objectif est donc d'avoir un état des lieux de l'offre sur le territoire, donc de l'offre œnotouristique, de l'offre œnoculturelle et de l'offre touristique qui peut être associée évidemment à cette filière œnotourisme. Donc 3 grandes parties. La première, des inventaires. Donc on fait un inventaire complet vraiment de toute l'offre qui est liée à l'œnotourisme sur le territoire. On fait un inventaire complet œnoculturel du territoire, donc qui là est géré plutôt par André. Comme moyen, on utilise donc des recherches, on fait des questionnaires, du phoning, je vais revenir un petit peu dessus. Deuxième partie, donc les diagnostics, donc à partir des inventaires, mais aussi d'autres recherches, on va établir donc un diagnostic de la clientèle œnotouristique, qui elle est, et comment aller la chercher évidemment, un diagnostic culturel, identitaire et une analyse du positionnement de la concurrence, alors évidemment des destinations qui sont autour de vous, mais on va aller aussi chercher des destinations phares qui sont à l'étranger ou dans d'autres régions viticoles d'ailleurs. Ensuite, un diagnostic œnoculturel, identitaire et historique pour aller vers le positionnement de votre destination et tout un storytelling autour de cette destination. Et enfin, en troisième phase, donc des ateliers. Donc on va organiser 2 ateliers sur les enjeux fondamentaux de l'œnotourisme, où là on invite évidemment tous les acteurs et futurs acteurs du territoire à participer. Le but sera donc de récolter les besoins, les enjeux et évidemment de fédérer tout le monde autour du projet, puisque c'est un projet commun. Alors, pour l'inventaire de l'offre liée à l'œnotourisme, on établira donc un listing complet des domaines et des caves, des hébergeurs, des restaurants, bars à vin, caves à manger, aussi les cavistes, puisqu'ils sont aussi une porte d'entrée vers la viticulture sur vos territoires qui sont plutôt urbains, les agences réceptives, les offices du tourisme, les événements liés au vin ou pouvant l'être, les centres de formation aussi, et puis toutes les autres activités, bien-être, loisirs, sportifs, etc. Là, on établit un premier listing, on a récolté déjà beaucoup d'adresses email, de numéros de téléphone et vraiment un état des lieux de ce qui existait. Mais on va ensuite envoyer des questionnaires. Donc pour les vignerons, évidemment, on leur envoie pas par mail puisqu'on a déjà énormément d'informations sur eux. On va les appeler un par un. Donc là, on en a déterminé à peu près 65 vignerons et caves. On les appelle un par un et on va leur poser tout un tas de questions par rapport à leurs horaires d'ouverture, s'ils parlent anglais, s'ils ont un site internet, etc., etc. Quelles sont leurs offres? Et ensuite, des questionnaires qui seront envoyés aux hébergeurs, aux métiers de bouche, aux agences réceptives et aux cavistes. Donc, c'est un questionnaire en ligne qui sera envoyé via la métropole et sur lequel nous, on pourra revenir aussi un petit peu par du phoning si jamais on a besoin. Voilà. André, je te laisse parler de l'offre du coup œnoculturelle. Oui, est-ce que tu peux me mettre le slide suivant? Il y est, état des lieux, inventaire offre œnoculturelle, c'est bon? Je ne le vois pas. Je le vois, ça y est. Donc effectivement, il s'agit de faire un inventaire de l'offre œnoculturelle, c'est-à-dire un inventaire des patrimoines existants. Petite précision, ces patrimoines, ce sont vraiment les patrimoines œnoculturels, c'est-à-dire les patrimoines culturels liés à la vigne et au vin. Alors, je voulais te donner un exemple. Par exemple, effectivement, quand on pense à patrimoine, on pense aux églises, aux monuments, aux châteaux, etc. S'il n'y a pas de lien avec le vin, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. S'il y a un lien avec le vin, ça nous intéresse. Je pense notamment à la cathédrale Saint-Pierre où Monseigneur de Cabrières, lors de juin 1907, a accueilli tous les manifestants de la révolte viticole pour les loger, pour les héberger. Et d'ailleurs, il y a sur le tombeau de Monseigneur de Cabrières une frise, un bas-relief qui représente cette scène. Donc ça, voilà, ce patrimoine religieux devient du coup un patrimoine œnoculturel. Alors dans ces patrimoines, on a des patrimoines, on a des personnages, on a des lieux. Tout ça sera organisé par mots-clés
Et tout ça aussi sera organisé selon une représentation spatiale qui pourra être une première ébauche finalement d'un circuit éventuel de l'offre no culturelle dans la métropole. Vous en avez un exemple, enfin un petit aperçu sur l'écran où on voit des nombreux monuments qui ont été consacrés aux grands hommes de la science de la vigne et du vin à Montpellier. On voit le monument à Georges Fouex qui se trouve à l'école d'agriculture. Voilà pour cette partie-là. On n'est jamais vraiment complètement exhaustif sur ces patrimoines parce qu'ils sont un peu méconnus, ils sont un peu oubliés, ils sont un peu cachés. Donc, dans ce cadre-là, on fait appel à toutes les bonnes œuvres et on va même lancer un petit appel sur des pages Facebook, sur des groupes Facebook qui s'intéressent au patrimoine de Montpellier pour avoir éventuellement des idées et des compléments. Sachant que cet inventaire n'est jamais exhaustif et qu'il peut être amélioré au fil du temps et par la suite. Enfin, plus on en a maintenant, mieux, plus ce sera intéressant. Alors, deuxième phase, une fois que les inventaires, donc toujours dans la phase 1 de l'état des lieux des enjeux, on établit donc un diagnostic. Alors le diagnostic évidemment qui résulte de l'inventaire, pour savoir si effectivement on a une offre construite, on a beaucoup d'offres, peu d'offres, comment ça s'organise un petit peu au niveau des acteurs du territoire. L'étude benchmark des autres destinations, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, allez voir un petit peu ce qu'ils font et notamment au niveau de leur offre. L'étude de la dynamique touristique et œnotouristique territoriale. Et un questionnaire clientèle qui est envoyé par la métropole qui sera envoyé donc par la métropole de Montpellier, donc qu'on a établi. C'est un questionnaire qui vient pour déterminer quel est le profil de la clientèle qui vient sur le territoire, pour que derrière en fait les acteurs puissent créer des offres qui correspondent. On y fait aussi sur les diagnostics de l'œnotourisme. On va y faire beaucoup d'interviews, notamment certains d'entre vous qui sont auditeurs aujourd'hui, qui êtes responsables de filières, etc. On va venir vous interviewer. Et évidemment, d'autres recherches, puisqu'on est toujours en lien avec les médiathèques, etc. André, sur la partie œnoculturelle, du coup. Slide suivant. Ça y est. Voilà, donc effectivement, suite à l'inventaire œnoculturel que nous aurons établi, il s'agit de faire ressortir un certain nombre de choses. C'est d'abord l'identité. Tout à l'heure, on a parlé de la comparaison avec d'autres destinations vignobles et découvertes, avec d'autres vignobles. Il s'agit d'une comparaison qui n'est pas quantitative, c'est une comparaison qui est sur les valeurs et sur les personnalités de ces différentes destinations vignobles et découvertes. Donc un travail va consister à dire quelle est l'identité, quelle est la personnalité du vignoble, de l'histoire viticole et vinicole de la métropole. Donc on va travailler sur cet aspect-là et on va travailler aussi sur l'élaboration de pistes de storytelling. Qu'est-ce que cette destination a à nous raconter par rapport à d'autres destinations aux alentours. Tout ça s'accompagne évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'histoire, on parle beaucoup d'histoire culturelle, tout ça va s'accompagner d'une mise en évidence par une chronologie de la dynamique géohistorique, de la dynamique œnoculturelle. Et le troisième point qui est important, c'est de faire ressortir pour l'avenir quelles sont les valeurs finalement qui se sont développées tout au long de l'histoire de la métropole et quelles sont ces valeurs en termes de valeurs d'avenir, qu'est-ce que ça peut représenter pour les orientations futures de la métropole. Alors on peut passer à l'exemple, au slide suivant si tu veux Laetitia, où là on revient plus spécifiquement sur les notions d'identité et de storytelling pour avoir un petit exemple. Je n'ai pas le slide suivant. Il arrive. C'est bon? Est-ce que c'est bon, André? Non. Et là? Le voilà. Donc, j'ai effectivement deux petits exemples en termes d'identité.
je voulais vous montrer un patrimoine d'ailleurs qu'il serait urgent de classer et de protéger. C'est l'enseigne de la Chambre de commerce qui se trouve dans le centre de Montpellier. Et cette enseigne, elle est assez parlante en termes d'identité. Je crois que c'est quelque chose sur quoi on peut travailler, puisqu'on y voit à la fois le symbole du commerce, hein, les emblèmes de Mercure, on y voit des grappes de raisin. Et ce qui est sympathique, c'est que les emblèmes de Mercure, les emblèmes du commerce, font aussi penser au caducée, et on sait l'importance de la science et notamment de la médecine pour Montpellier. Donc on a là des éléments graphiques, des éléments qui sont présentés dans la rue, mais un petit peu mal valorisés, sur lesquels on peut travailler. Voilà une petite approche à partir de l'inventaire des patrimoines qu'on peut faire sur l'identité de la métropole. Et puis à côté, on a une petite anecdote. C'est une petite anecdote dont on peut se demander comment est-ce qu'on peut l'utiliser par la suite pour des prestations œnotouristiques, pour des événements, etc. C'est le fait que Chaptal avait fait, peu de temps après les frères Montgolfier en Ardèche, avait fait s'envoler une petite montgolfière, et que cette montgolfière avait atterri au mas de Saporta. Alors on peut se dire quel est le rapport avec la vigne et le vin, mais il y a quand même Chaptal qui a joué un rôle considérable dans l'histoire du vin. Il y a aussi le mas de Saporta. Donc ça, c'est un petit storytelling, c'est un exemple de petit storytelling sur lequel on peut travailler et qui peut être très utile après en matière de no-tourisme. Vous voyez que avec cette approche de no-culturelle, on est tout de suite dans le fond, dans le sens, dans l'histoire et dans la culture de la vigne, et que on a vraiment là des éléments qui sont différenciants par rapport à d'autres régions, à d'autres vignobles. Sur le slide suivant, donc on va avoir un exemple de travail sur ce qu'on appelle les trajectoires ou ce qu'on appelle les constantes. Pareil, qui résulte de l'inventaire des patrimoines œnoculturels, qui résulte de l'analyse de la dynamique géohistorique de l'histoire de la vigne et du vin dans la métropole, et de se dire comment est-ce que ces constantes, comment est-ce que ces valeurs sont intéressantes pour l'avenir et peuvent être porteurs de valeurs que la métropole a envie de porter pour l'avenir. Là, j'ai mis simplement, mais on peut, je vous rassure, rajouter pas mal d'éléments sur cette trajectoire-là qui a été choisie, la trajectoire botanique en pélographie, avec le premier jardin botanique de France en 1593, sachant qu'il y avait déjà avant dans les monastères des jardins de simples, le fait qu'en 1876, pour étudier le phylloxéra, pour lutter contre le phylloxéra, on va créer le premier conservatoire de cépages du monde, que ce conservatoire va devenir la collection de Vassal Montpellier en 1949. On sort un peu du territoire de la métropole, mais ça fait partie quand même de Montpellier, de l'école d'agriculture. Et on a, en 2000, la création du vignoble expérimental de Pierre Gallet. Donc on voit qu'on est sur une constante, sur une trajectoire. Ici, l'exemple, c'est botanique en pélographie. On est sur la trajectoire du souci du vivant, de la préoccupation pour le vivant. Et ça, je crois que c'est une valeur d'avenir qui va pouvoir être développée par la suite par la métropole et mise en valeur par des prestations œnotouristiques. Parfait, je te remercie. Donc, je répète, du coup, on a les inventaires, les diagnostics et des ateliers qui seront organisés. En fin de phase 1, donc qui est prévu pour juin 2021, les livrables sont... Initial, oui. Du coup, on ne voit que sur ton slide, on ne voit que la partie bleue. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tu pourrais de partage d'écran, de choisir, tu sais, écran ou comme ça, oui. C'est bon? Ouais, là, on voit. Merci. Alors, inventaire, diagnostic et atelier, ce sont les choses que je vous ai présentées un petit peu avant qu'on les détaille avec André. Je voulais juste revenir sur les livrables donc de fin d'étape. Les diagnostics, les inventaires, les comptes rendus d'atelier et un rapport intermédiaire qui sera illustré, cartographié, qui permettra ensuite de faire des présentations pédagogiques à tout le monde. Donc, ça c'était la phase 1. La phase 2, La phase 2, donc là, on est vraiment sur l'orientation stratégique et le but est de définir la stratégie œnotouristique donc du territoire. Première étape, c'est la partie identitaire, donc parlait un petit peu André via les diagnostics et via l'inventaire. Il va rédiger donc un
un document qui s'appellera le profil culturel de la destination Montpellier Méditerranée Métropole. Peut-être André, si tu veux dire 2 mots dessus, avant que je passe au reste. Dans ce que j'ai décrit, effectivement, avec les aspects de personnalité, de dynamique géohistorique et de trajectoire, des constantes que l'on retrouve tout au long de l'histoire, et qui sont porteuses, qui sont valorisantes, qui sont porteuses de sens pour l'avenir. Ils sont porteuses de sens, oui, et c'est ce qu'on va donner après sur les ateliers. Donc, il y aura un atelier sur l'identité, le positionnement et la promesse de destination, où tous les acteurs seront évidemment conviés. Et le but est de partir un petit peu de ce profil œnoculturel, des diagnostics qui auront été établis aussi, des diagnostics sur l'offre œnotouristique du territoire, pour que l'on trouve une identité qui soit commune, qui soit basée sur des faits, et non pas seulement sur des envies. On a envie que notre destination ça soit ça, mais qu'elle soit vraiment basée sur des faits et que tout le monde puisse s'approprier. Et c'est pour ça que sur ces ateliers-là, évidemment, vous serez conviés à participer pour pouvoir dire, ben voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on valorise cette partie-là aussi. Cette partie-là me touche plus, cette partie-là me touche moins. Voilà. Et ensuite, après donc ces 2 parties-là, je rédigerai donc un dossier de conseil stratégique avec les éléments suivants. Donc, évidemment, on va reprendre la partie diagnostic, mais ensuite une identité, un positionnement et une promesse de destination, des propositions en tout cas qui devront être validées ensuite en comité de pilotage, mais qui va reprendre un petit peu tous les éléments qu'on a vus sur toutes les phases avant et dans les ateliers et dans le profil culturel, et la définition des grands axes stratégiques pour structurer cette offre œnotouristique sur le territoire. Donc fin de phase, fin août 2021, avec donc les livrables, le profil œnoculturel, le compte-rendu d'atelier, le dossier de conseil stratégique, et puis évidemment toujours des rapports intermédiaires illustrés qui seront transmis évidemment à tous. Voilà. La phase 3, donc qui se terminera en novembre 2021. Donc là, c'est l'élaboration du plan d'action, et là c'est pareil, tout le monde est mis à contribution sur des ateliers. Donc il y aura 3 ateliers sur les plans d'action. Le premier, c'est sur l'appropriation de l'identité de territoire, c'est-à-dire comment est-ce que moi, vigneron, ou moi, restaurateur, ou moi, hébergeur, ou moi, caviste, je peux m'approprier cette identité territoriale tout en gardant ma propre identité, puisqu'on n'oublie pas ça, vous êtes tous uniques. Ensuite, le deuxième atelier sera sur le plan d'action, donc animation de réseau, action mutualisée et action au service des labellisés. Donc on va faire ressortir évidemment tous les besoins sur ces thèmes-là pour essayer de trouver des solutions ensemble et de les mettre en place sur des plans d'action. Et le thème 3, donc le plan d'action sur la promotion et la communication donc de la destination et de toute l'offre œnotouristique qui sera sur le territoire. Il y aura évidemment donc des comptes rendus de tous ces ateliers. On va prendre tout ça, plus une partie évidemment en conseil qu'on apportera nous. Et avec tout ça, on rédigera donc un plan d'action sur 3 ans avec dedans plusieurs thèmes, donc l'animation, la promotion, la communication, la partie développement durable aussi, des parties sur l'analyse de satisfaction client, etc. Et la rédaction de fiches actions qui détailleront vraiment chacune des actions qui pourraient être mises en place sur le plan d'action. Donc les livrables en fin d'étape en novembre, plan d'action, fiche action, compte-rendu d'atelier et puis évidemment rapport intermédiaire. Et la dernière phase, donc c'est la phase juste avant le dépôt du dossier, puisque le dossier vignoble et découverte doit se déposer avant le 31 décembre 2021. Donc cette phase 4 va se dérouler pendant le mois de décembre. Cette phase 4, elle est de rédiger donc toute la partie du dossier de candidature, de présentation du dossier par à tout terroir et André, et puis les parties 2, 3 et 4 du dossier qui sont plus des annexes ou des conventions et des choses comme ça, des choses un peu plus juridiques qui seront rédigées elles par la métropole.
et dépôt donc de la candidature le 31 décembre, avant le 31 décembre en tout cas 2021. Je fais un point donc du coup sur le rétro-planning de comment va se passer donc notre activité. Donc je vous disais la phase 1 avec des ateliers donc en mai et juin 2021. La phase 2 avec les définitions des orientations stratégiques avec des ateliers juin-juillet 2021. La phase 3, élaboration du plan d'action avec atelier en octobre et novembre 2021. Et la phase 4, évidemment, de rédaction sur le mois de décembre pour un dépôt avant le 31 décembre. C'est tout pour nous, pour cette partie de présentation. Je pense que je vais redonner la parole à Floriane et puis surtout, c'est le moment il me semble, de vous exprimer. Voilà. Floriane ? Alors écoutez, c'est Cyril Meunier qui reprend la parole. Je crois que le cadre d'études qui m'avait été présenté, que vous venez de présenter, est assez complet. Il aborde le sujet par toutes les facettes, à moins qu'il y en ait une qu'on ait oubliée, qui va permettre à l'ensemble des interlocuteurs qui sont avec nous et ceux qu'on aura à interroger de pouvoir s'exprimer et d'apporter leur pierre à l'édifice. On est dans un sujet complexe qui lie le développement de la filière avec la résonance sur l'ensemble de la thématique paysagère et les thématiques agricoles. Comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, la thématique économie propre de vos exploitations et de vos familles. Et puis parallèlement, il faut qu'on travaille sur l'aspect identité territoriale. Alors, les deux sujets sont totalement compatibles parce qu'on sait pertinemment et André Derieux l'a bien précisé tout à l'heure, notre territoire est ancré dans l'histoire de la vigne et dans l'histoire des différentes étapes qui ont jalonné bien cette exploitation de la vigne, les combats viticoles, les implications des uns et des autres. Quand André nous disait tout à l'heure, rappelez-vous qu'un évêque accueillait les viticulteurs en colère. Quand Isabelle, qui connaît bien l'agro, nous dit il faut voir la statue dédiée à la jeune vigne américaine qui sauve la vieille vigne européenne, on a un patrimoine qu'on connaît pour quelques-uns d'entre nous, qui est inconnu de la plupart d'entre nous et qui est encore plus inconnu de la part de nos concitoyens et des touristes qui vont venir. Donc, marier les deux objectifs, s'appuyer sur cette identité forte de la vigne pour développer une image du territoire et s'appuyer sur une image du territoire dynamique qui est celle de la métropole, relayée, comme l'a dit tout à l'heure Yvon, qui vous prie d'excuser, il devait partir, il nous a quittés parce qu'il devait partir aux obsèques d'un ami personnel, donc il vous prie d'excuser. Tout à l'heure, Yvon l'a inscrit également à la politique départementale que nous avons le plaisir, Yvon et moi, de conduire et de suivre au niveau derrière Kléber Mesquida et l'ensemble de ce qui a été fait sur le no-tourisme au niveau du département. On est réellement là à la croisée de chemins qui ne sont faits que pour s'entendre, être parallèles et se marier. Il est important que dans ce cadre-là, vous vous exprimiez. Quelle que soit la position qui soit la vôtre, que vous soyez viticulteur, que vous soyez représentant syndicaux des viticulteurs, que vous soyez personnel des différents organismes qui fédèrent ce secteur d'activité, que vous soyez socio-professionnels du tourisme et toutes les personnes qu'on pourra interroger, il faut que chacun exprime son rapport personnel et son rapport en fonction de son activité avec ce qu'est cette recherche de parcours commun, d'identité commune entre l'activité viticole et le territoire. Et ces deux-là, que, à partir de ce moment-là, Laetitia et André seront chargés, en bons consultants qu'ils sont, de faire une synthèse qui nous permettra de prendre de bonnes décisions pour nourrir cette offre de nos tourismes qui fera de notre territoire un territoire qui sera dynamique, ancré dans son patrimoine et dans ses productions. Et ça, c'est la réussite de c'est le gage de toute réussite de développement territorial et d'attractivité touristique. Ça, j'en suis intimement convaincu, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière, et je sais que c'est ça. Donc, cette étude, ce n'est pas une étude magistrale, que tous les gens qui nous écoutent et qui nous font le plaisir d'être à cette réunion le comprennent. Le plan qui vient de vous être présenté, Laetitia et André, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, le plan
qui vous a été présenté, c'est un plan qui vous permet de rentrer par la fenêtre, par la porte, par le toit, par le vésistas, par la cheminée, dans le corps de l'étude, pour amener votre vision, pour amener votre pierre à l'édifice, vos expériences, vos envies, vos visions. Il ne faut surtout pas vous limiter. Et bien, on triera, et puis au terme de tout cela, on verra les dénominateurs communs qui nous permettront de faire une vraie politique de développement œnotourisme. On va passer aux questions ou aux attentes. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous manifester votre présence en cliquant sur les 3 petits points en haut de votre écran et avec une petite main levée. Donc, on a sur le chat une demande d'Hélène cadeau de Héros Tourisme qui nous demande si on peut rappeler les thèmes des ateliers de concertation. Laetitia, peut-être? Alors, Laetitia, hop. Laetitia, on ne t'entend pas? Tu peux juste activer ton micro? Oui, le micro. Donc, je reviens dessus. Il y a, dans la phase 1, donc avant fin juin 2021, il y a un premier atelier, 2 ateliers même, sur les enjeux fondamentaux de l'œnotourisme. Donc, c'est à destination de tous les acteurs et futurs acteurs de l'œnotourisme du territoire. L'objectif étant de récolter les besoins, les enjeux et de fédérer autour du projet. Donc, c'est le moment aussi de dire, d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Ensuite, sur la phase 2, avant août 2021, il y a un atelier sur l'identité, le positionnement et la promesse de destination, afin de trouver une identité qui convient à tous, que tout le monde puisse s'exprimer sur cette identité et qu'elle soit basée en même temps sur des éléments identitaires au niveau du profil culturel, mais aussi au niveau de ce qui existe sur les territoires en termes d'offres touristiques. Et enfin, il y aura dans la phase 3, avant novembre 2021, 3 ateliers. Un sur l'appropriation de l'identité du territoire, c'est comment est-ce que je m'approprie l'identité du territoire, comment je m'y raccroche pour être plus visible, et en même temps, je garde ma propre identité. Le thème 2, donc le deuxième atelier, plan d'action sur l'animation de réseau, les actions mutualisées, les actions au service des labellisés. Donc là encore, c'est récolter un petit peu quels sont les besoins en termes d'action et quelles sont les envies, les solutions qu'on a envie de proposer. Par exemple, ça peut être d'organiser un grand événement. Enfin, c'est le moment de le dire en tout cas. Et le dernier, le thème 3, plan d'action, promotion et communication. Donc là, c'est pareil, mais sur uniquement cette partie vraiment de communication. Voilà. Ça nous fait donc 6 ateliers en tout, entre mai et novembre. Est-ce que c'est bon? Merci Laetitia. Avec plaisir. Il y a d'autres questions. Hop, je reprends. Alors les dates, effectivement, les dates, elles seront fixées, les dates des ateliers, elles seront fixées prochainement. Donc on reviendra vers vous à ce sujet. Merci, c'est très clair, permet un vrai dialogue. Ok, Hélène, impeccable. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Hop, je regarde. Ah oui, apparemment. Hop. Alors, on a une personne qui souhaite apparemment donc prendre la parole depuis son téléphone. Hop, je vous demanderai juste de vous présenter avant de prendre la parole. On vous écoute. Robert Dominique, alors je suis le président des Collines de l'Amour, vigneron également sur la métropole de Montpellier, et je représente la fédération héroltaise des IGP aujourd'hui, parce que Monsieur Sagnier pouvait pas être présent, et je voulais juste dire que en fait on a eu deux réunions nous auparavant pour la communication au niveau de la FHIGP, et 2 fois était ressorti le fait que on trouvait très dommage que la métropole n'avait pas de destination vignoble et découverte, puisqu'on est entouré à côté de, on a la vignoble et découverte du bassin de Thau à côté, le Pic Saint-Loup aussi, et on trouvait très dommage de ne pas avoir de destination vignoble et découverte. Donc on m'avait donné la mission de rentrer en contact avec vous
pour en faire une. Alors, je vous remercie déjà de m'enlever du travail parce que je vois que j'ai pas besoin de vous le demander et c'est fait. On est très content nous de notre côté que enfin Montpellier ait cette destination vignoble et découverte. C'était dommage qu'elle ne l'ait pas. Et une autre question peut-être un peu précoce, mais vous avez déjà une idée du nom de cette destination? Voilà, je pense que c'est l'étude qui, effectivement, la concertation qui fera émerger Voilà, pour le moment le nom. pour le nom. D'accord. Exactement. Et chacun pourra aussi y apporter ses commentaires par rapport au nom avant qu'il soit décidé. Ensuite, la décision appartiendra aux responsables de projet. Mais le but est vraiment pour avoir travaillé sur d'autres destinations, on sait que parfois le nom est compliqué et que si certaines choses ressortent, certains sont pas contents. Donc, ce sera le C'est pour moment ça que aussi je de vous l'expliquer. demande dès maintenant. Voilà. Ne vous en faites pas. C'est l'objet de l'atelier sur l'identité, le positionnement et le nom de la Bien destination. sûr, Donc ça bien sûr. je vous invite à venir. Ah ben, écoutez, c'est bien que vous me tendiez la perche. Et je voulais justement dire une dernière chose, c'est qu'au niveau de l'agglomération, bon, j'avais fait remonter la chose l'année dernière au niveau de la FHIGP. On est très content d'avoir été invité à cette concertation pour le no-tourisme. Et on rappelle qu'on est on souhaite en tout cas être présent dans tout ce qui se passe au niveau de la métropole, puisque on est très présent sur le territoire et force de proposition est très dynamique. Voilà. Et donc je remercie la métropole de nous avoir invités. Merci à vous pour votre intervention, en tout cas. Merci à vous. Et puis, de toute façon, on se contactera très prochainement. Merci. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres interventions? Hop, oui. Hop. Voilà. Isabelle Dombre, je vous laisse vous présenter. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Et on vous voit aussi. Vous me voyez, d'accord. Bien, mais bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, effectivement, je suis Isabelle Dombre, donc directrice du pôle développement au sein d'Aérotourisme. Voilà, donc déjà, je voulais remercier la métropole effectivement de nous avoir invités et associés tout au long de l'étude, puisque ma collègue Hélène, je crois, suit de plus près l'ensemble des travaux. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, donc préciser qu'effectivement au niveau départemental, il y a une dynamique très très forte qui s'est engagée sur le no-tourisme, donc avec un travail assez poussé de coordination et d'animation avec l'ensemble des territoires. Donc on est vraiment ravis que la métropole de Montpellier rentre dans cette dynamique. D'autant plus que c'est un poids lourd et que voilà, ça va permettre, je pense, de booster encore plus cette démarche-là et de créer des synergies aussi entre les territoires et particulièrement le territoire de la métropole et les autres territoires. Voilà, puisqu'on sait que quand même c'est un point d'entrée donc au sein pour le département en fait la métropole. J'avais juste une petite question technique à poser. Si l'objectif est de déposer un dossier de candidature vignoble et découverte au 31 décembre, ça suppose que d'ici là, vous pensez avoir une offre suffisante qualifiée. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce qu'il y aurait un travail d'accompagnement à faire donc auprès des vignerons pour que donc ils accèdent aux labels qui seront nécessaires, puisque pour entrer dans Vignoble et Découverte, il faut avoir déjà un label de qualité d'accueil de type qualité tourisme ou bienvenue à la ferme. Voilà, donc c'est une question parce que effectivement, ça demande du temps l'accompagnement sur les démarches qualité. Donc nous on peut accompagner si besoin, mais il faut qu'on puisse l'anticiper. Oui, bien sûr Isabelle, merci pour cette question. Effectivement, on est très proche du nombre de labellisés pour obtenir effectivement le label vignoble et découverte. Peut-être qu'il manquera 1 ou 2 établissements. Ça va être grâce à l'inventaire notamment qui va être effectué, où on va pouvoir déterminer si il nous manque 1 ou 2 établissements ou si c'est bon. Mais bien sûr, on travaillera main dans la main là-dessus. Et si on doit accompagner rapidement certains établissements, on te rappelle. Laetitia, oui?
Oui, justement, je veux rebondir sur ce que tu disais. Si on prend la peine d'appeler par téléphone, notamment les viticulteurs, c'est aussi pour leur poser la question s'ils ont envie d'être labellisés. Et s'il nous en manque un ou deux et qu'il y en a qui ont presque tous les critères et qu'il leur manque que très peu pour pouvoir être labellisés, on pourrait être très réactif parce que là, d'ici la fin du mois, on saura en fait. D'accord. Parce que le processus est parfois un peu long en termes de qualification, donc c'est pour ça qu'il faut y anticiper au maximum, même s'ils ont tous les critères en fait. Il y a des étapes, voilà, qui sont un peu laborieuses, donc c'est bien de pouvoir y travailler le plus tôt possible. Merci. Via le chat, nous avons une question de Madame Bellamy de l'Office de tourisme et des congrès de Montpellier à Métropole qui demande si les hébergeurs seront également concertés dans le cadre de cette étude. Laetitia, vous voulez... Oui, alors je confirme que les hébergeurs seront concertés. Alors ils font partie de l'inventaire, ils ont un questionnaire qui va leur être envoyé et évidemment on les invite à participer aux ateliers. Est-ce qu'on a d'autres demandes d'intervention? A priori, on a fait le tour. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. C'est le moment. Madame. Après, oui, on a monsieur, on a Isabelle Hirschi. Bonjour. Oui, voilà, je voulais profiter un petit peu du lancement de cette étude pour donc simplement je me suis pas présentée, donc architecte du patrimoine à la métropole et donc en charge de la convention qui nous lie avec le ministère de la Culture pour le label Pays d'art et d'histoire que la métropole a obtenu l'an dernier. Et donc, je me réjouis justement de toute la dimension œno-culturelle, que cette dimension-là soit intégrée en fait dans l'étude. Donc, je vois effectivement que Monsieur Derieux a déjà noté plusieurs éléments, voilà, qui sont vraiment importants dans la singularité du territoire, parce que effectivement, dans la perception générale des patrimoines de la métropole, on a la dimension architecturale liée à l'œnotourisme, donc avec la présence notamment de folies montpelliéraines qui parsèment le territoire et qui peuvent vraiment créer des parcours. On a également vraiment cette dimension paysagère, puisque la façon dont l'homme a modelé aussi son paysage et comment on peut expliquer cela aux différents publics. Et puis donc effectivement différents sites qui peuvent servir de support à la médiation. Vous avez parlé effectivement de la cathédrale de Maguelone, mais aussi on peut parler du pavillon populaire qui a été un lieu de rassemblement, voilà, en 1907. Le Masnoulier aussi, je trouve, qui est un élément important dans la coordination aussi d'un point de vue architectural et paysager. Donc voilà, moi simplement aussi pour vous signifier voilà que la mission patrimoine est à votre disposition pour échanger sur ces différents sujets et pour assurer donc une future médiation à l'appui donc de cette dynamique œnotouristique. Isabelle, bonjour. Vous êtes effectivement sur ma liste de personnes à contacter ou à rencontrer en fonction de ce qu'on pourra faire. Et effectivement, il y a beaucoup de bâtiments intramuros et des folies montpelliéraines et d'autres domaines viticoles qui sont d'autant plus intéressants que c'était pas simplement des habitats, des lieux d'habitation ou des lieux de plaisance, mais ils ont été souvent actifs au moment ou à un autre de l'histoire de la vigne pour des recherches, pour des expérimentations. Il y avait même un mas qui était surnommé le clos ministériel, tellement il y avait une ministre qui passait pour voir tous les essais qui étaient faits dans le cadre de la lutte contre le phylloxéra. Donc ce sont des lieux qui sont des lieux architecturalement intéressants, historiquement intéressants, mais aussi scientifiquement intéressants. Donc il faut qu'on travaille là-dessus très, très précisément. Oui, bien sûr. Et puis, vous avez parlé, oui, du jardin des plantes, mais en lien effectivement avec le phylloxéra, avec le domaine de Méric, avec l'influence de Gaston Basile, de Planchon. Donc, il y a effectivement vraiment un matériau riche qu'on peut développer en lien avec le no-tourisme pour expliquer justement la singularité du paysage et de l'architecture montpelliéraine.
domaine de Méric où est né l'impressionnisme aussi avec le film. Exactement. Bah alors après, effectivement, on peut poursuivre encore la narration avec l'impressionnisme, avec Frédéric Basile, avec les Berges du Lez également, qui sont vraiment aussi une ressource capitale dans la perception du paysage et sur le territoire de la métropole. Donc il y a effectivement énormément de sujets qu'on peut développer. Voilà, il faut nous arrêter, Isabelle et moi, sinon on va. Mais non, il faut pas s'arrêter parce que vous avez Isabelle Touzard et Cyril Meunier. Là, à partir de là, vous attaquez l'archéologie, la place du vin dans la civilisation étrusque à Latte et romaine à Murviel. Donc vous avez du boulot, hein. C'est un roman que vous allez écrire, Laetitia et André. Oui. Mais c'est le roman de la vie, puisque le vin c'est la vie. Oui. Madame Touzard, sauf s'il y a d'autres... Pour le moment, non. Pas d'autres questions, Élise. Merci beaucoup pour cette proposition et surtout pour l'aspect... et il ne pouvait pas en être autrement, hein, comme tu l'as dit, très participatif forcément de cette étude. Hein. Peut-être une question sur la construction de l'identité. Donc je vois bien comment elle est, par définition, ancrée dans l'histoire et dans cette culture construite au fil des millénaires, et plus que des siècles. Sur Montpellier, mais il y a peut-être aussi, mais là je lis ça, alors ça cette partie-là est forcément très consensuelle, il me semble. Mais après il y a un autre entrée peut-être et qui est peut-être une vision plus dynamique parce qu'elle est en cours de construction peut-être aujourd'hui face aux enjeux plus actuels du vignoble montpelliérain ou de la métropole. Qui est le fait qu'on est, à la différence d'autres grands vignobles français, là je me passe à une échelle plus nationale, qu'on est un vignoble qui est vraiment très en mosaïque, avec des espaces naturels très vastes. Et et c'est une particularité par rapport, c'est une image que j'ai par rapport à d'autres vignobles qui sont beaucoup plus dans des milieux plus spécialisés, vignobles, où ici on a partout où on se déplace à proximité la possibilité quand on va dans un domaine de pouvoir faire du VTT ou de la marche à pied ou de la découverte à immédiate proximité quoi. Et c'est dans l'offre touristique autour du vin. Il me semble que il y a une particularité, une identité. Montpellier est un hotspot, la métropole, un des hotspots mondiaux de la biodiversité, parce qu'on a cette mosaïque d'écosystèmes sur le territoire, depuis la mer jusqu'à les avant-monts. Et il me semble que là, je suis pas spécialiste des démarches, des approches, mais qu'il y a quelque chose dans l'identité de l'œnologie et du vignoble autour de Montpellier qui peut-être pourrait être creusé. Et sachant que dans plus en plus, les viticulteurs travaillent et jouent entre guillemets avec cette biodiversité qui est là sur le territoire. Je sais pas, je réfléchis tout haut, mais il y a peut-être quelque chose aussi en plus. Oui, ça sera abordé dans la partie diagnostic, vous en faites pas, c'est prévu aussi. Il y a des projets en plus qui sont en cours. L'agroécopole, etc. Donc ça fait partie des dynamiques futures qui vont rentrer dans ce diagnostic aussi. C'est pas que sur l'aspect historique en fait que l'identité sera basée. Et ce qui est intéressant, de toute façon, le mot biodiversité, c'est un mot clé qu'on va retrouver effectivement, et je pense qu'on va le retrouver dans l'identité. Ce qui est intéressant, c'est cette continuité et le fait que le travail qui est fait en matière culturelle, c'est pas du tout un travail passéiste ou un travail de musée ou un travail uniquement tourné vers le passé. C'est un travail qui permet effectivement de voir qu'on a des constantes, donc ce que j'appelle des trajectoires, qui nourrissent véritablement l'avenir, qui sont vraiment tournées vers l'avenir. Et quand on parle de biodiversité, c'est effectivement quelque chose qu'on peut constater dès aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une tendance d'avenir, ça fait partie de notre avenir, donc c'est très important. Mais si on regarde dans l'histoire de la métropole, cet intérêt pour la biodiversité, au travers des intérêts tout début de l'aspect capital scientifique de Montpellier, cet intérêt pour la botanique, c'était un intérêt pour la biodiversité, c'est un intérêt pour la richesse de la vie.
Donc l'objectif, il est là. Il n'est pas de dresser un musée ou un inventaire de ce qu'on peut contempler comme étant des choses du passé, mais de voir que sur les valeurs, ces constantes-là débouchent sur l'avenir. Merci. Alors, Emmanuel Bovin. Oui, Bonjour. c'est bon. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à vos travaux. Donc moi je me présente, alors je suis montpelliérain à titre personnel depuis de nombreuses années et en ancien consultant de tourisme, mais maintenant je gère donc Open Tourism Lab qui est un hub d'innovation touristique où on traite de l'onotourisme et d'autres choses, où on accompagne des startups là-dessus, mais c'est pas ce titre-là que je voudrais intervenir. Mais même plutôt en tant que montpelliérain, c'est vrai que la vraie difficulté, en fait, c'est sur le positionnement marketing d'une éventuelle destination de touristique à Montpellier, parce que comme vous le mentionnez à l'instant, donc le vignoble montpelliérain, en fait, cette notion-là, en fait, elle n'existe pas. Contrairement parfois à d'autres villes qui sont associées à un vignoble, et finalement, la difficulté pour Montpellier, c'est voilà, c'est quoi l'identité vignoble de Montpellier. Et moi, je crois que dans ce que j'ai compris moi dans la mission, c'est vrai que sur travailler sur le label Vignoble et Découverte, mais c'est mon point de vue, je suis maintenant un peu distant par rapport à ça, mais c'est avant tout travailler sur une structuration de l'offre et peut-être moins que sur un positionnement de destination, parce que ce qui fait quand même sens pour un onotouriste, c'est quand même la force des appellations, c'est ça qui crée les destinations. Et c'est vrai que voilà, Montpellier n'est pas associé directement peut-être certes il y a les craies de Montpellier, mais avant tout, enfin moi qui habite aux Arceaux, enfin quand je monte au Pérou, ce que je vois c'est le Pic Saint-Loup. Donc si je fais le parallèle par rapport à Bordeaux, ce qu'a réussi Bordeaux avec la Cité du Vin, et pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est que le vin a une valeur universaliste. Et quand on va à la Cité du Vin à Bordeaux, on ne voit pas que Bordeaux, et au contraire on voit tout. Donc c'est là à mon avis le challenge alors certes il y a d'abord la structuration de l'offre sur le périmètre de l'agglo, mais une agglomération, et pourtant je suis Montpellier, je suis vraiment très détaché par ça, mais une agglomération n'est pas une destination non touristique en tant que telle pour un visiteur. Donc c'est là où il y a ces vraies réflexions, jusqu'où aller et jusqu'au positionnement marketing. Mais est-ce que le positionnement de la destination fera émerger quelques totems ou quelques lieux pour effectivement retranscrire toute la richesse de l'histoire du vin à Montpellier, et qui en fait du coup une appréciation différente de ce qu'est Montpellier par rapport à cette histoire du vin, et effectivement ça a été rappelé par André Derieux, très très riche, mais ce n'est sans doute pas je pense que l'effort marketing n'est pas en créer la destination des vins de Montpellier. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, c'est vrai que le mot œnotourisme, il est un peu incomplet, parce qu'il faut pas oublier que dans l'œnotourisme, on a l'œno qui est certes le vin, on a le tourisme qui est le tourisme, mais depuis le début, il manque le mot culturel. Et c'est important dans la mesure où effectivement, quand on a un touriste qui vient quelque part, il vient à la découverte d'un univers. Et cet univers, ce qu'on va essayer de proposer et de voir si effectivement c'est possible, mais je suis très optimiste, c'est le fait que Montpellier peut être une destination et sans doute la première destination de tourisme urbain œnoculturel, dans la mesure où il y a suffisamment de matière pour pouvoir raconter à la fois des histoires de vignobles. On parlait de domaines, il y a certains domaines d'ailleurs qui sont dans la commune, sur le territoire de la commune même de Montpellier. Donc on peut parler de vin, mais on peut parler aussi de tout un tas d'éléments, et on peut les montrer, on peut les faire vivre, on peut les mettre en scène, on peut les mettre en expérience, on peut montrer tout un tas d'éléments qui relèvent effectivement de l'histoire et de la culture de la vigne et du vin, et qui permettent de faire comprendre aux touristes ce qu'a été la ville de Montpellier, en grande partie, à certains moments, scientifiques et viticoles. Donc, il faut vraiment pas oublier de rajouter ce côté culturel à l'œnotourisme.
et de proposer une véritable destination, je le répète, première destination de tourisme urbain œnoculturel. C'est comme ça que je le vois à l'heure actuelle, au début de cette étude. Est-ce que je vois que les AOP Languedoc ou les Grès de Montpellier sont présents? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? On a fait le tour. On a fait le tour. Ok. Et ben on va conclure. Voilà, les prochaines étapes, on vous recontactera bien sûr pour les ateliers du mois de mai-juin. Dans un premier temps, je vous remercie tous d'avoir participé. Merci Isabelle, merci à Yvon qui malheureusement a dû nous quitter. Merci à toutes les deux, Sylvie et Floriane, puisque c'est vous qui êtes à la commande sur cette étude. Laetitia et André, vous avez un gros travail à faire. Vous avez ouvert des portes, comme je l'ai dit, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je crois que le dernier interlocuteur a mis le doigt sur la difficulté, c'est la recherche d'identité. Et parfois, en développement, il faut privilégier l'efficacité à l'image et il faut ou aux démarches identitaires. Elles ont souvent, dans le développement territorial, bloqué, rendu réductrices les démarches, puisqu'il y avait un peu ce qu'on qualifie souvent de démarche politique, d'intérêt politique à dégager une identité. Rappelez-vous qu'on est en terre de Languedoc, qu'on est en terre d'Hérault, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites. Tout à l'heure, l'un des interlocuteurs ou une interlocutrice disait, bien, on est très content qu'on revienne dans Vignoble et Découverte. Il y a déjà des démarches intégrées. Je crois qu'il ne faut pas que ça nous freine dans l'analyse de tous les possibles. Mais à un moment donné, si on s'obstine à chercher une identité qui, en clair, n'existe pas, eh bien, on aura plus de raisons de freiner d'autres démarches que de lui donner une réelle dynamique. Donc, travaillons déjà sur l'essentiel, travaillons sur ce qu'on a. Tout à l'heure, on a parlé de patrimoine. Ce que ne peuvent pas avoir des terroirs ou des démarches identitaires territoriales qui sont exclusivement rurales, c'est la proximité de la ville et des différentes institutions qui s'y sont installées et qui ont vécu, défendu, contrôlé, porté le vin. Et peut-être que notre identité à notre démarche, eh bien, ça sera d'amener dans le panorama de tout ce qui est proposé aujourd'hui dans l'Hérault et dans la région, eh bien, cette attache à la présence sur le même territoire d'un vignoble, comme on peut en avoir en Corbière, terre que j'ai accompagnée pendant des années, ou qu'on peut avoir dans le Beaujolais également, etc. Et puis, cette attache à une ville en plein cœur, qui reçoit les institutions et qui reçoit l'histoire et qui a vécu l'histoire. Et peut-être que nous aurons une piste de travail en matière de tourisme, je parle, exclusivement en termes de matière de tourisme, en disant, écoutez, il est intéressant, si vous vous intéressez au vin et au tourisme viticole, bien sûr de venir à Montpellier dans un environnement où on peut vous montrer des caveaux, on peut vous faire goûter du très bon vin, où vous avez les terroirs qui sont représentés et les dynamiques qui sont pas seulement basées sur le territoire administratif de la métropole, mais vous avez aussi eh bien, des pages d'histoire, des pages patrimoniales à découvrir à l'intérieur de Montpellier. Je pense à la faculté, je pense à Agro, à Supagro, je pense à différents lieux dont on peut ouvertement dire qu'ils sont des terres, des éléments forts de l'histoire du vin. Je vais vous raconter une histoire personnelle parce que c'est toujours comme ça qu'on peut apporter parfois sa pierre à l'édifice. Donc pour ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à raconter vos histoires personnelles. Il y a quelques années, j'étais amateur de vin, descendant de Paris. J'avais évidemment été conquis par les vins du Languedoc, puisque à mon goût, ils sont les meilleurs du monde. Mais j'étais, comme tout bon Parisien, très attaché à Bordeaux.
Et puis, contrairement à mon père, j'avais une connaissance très limitée des Bourgognes. Et un jour, ma compagne et moi, on a décidé d'aller goûter les vins de Bourgogne. Quel beau sujet de balade pendant une dizaine de jours. Eh bien, nous nous sommes installés à Dijon. C'est important de le dire, parce qu'on aurait pu faire une sorte d'itinéraire qui nous emmenait de terroir en terroir, mais nous les touristes, et c'est là où il ne faut pas l'oublier, on s'est mis à Dijon parce qu'on a envie de vivre aussi une rencontre patrimoniale avec cette région qui, Dieu sait, en a. Et on voulait le soir, eh bien, être aussi bénéficiaire d'une vie citadine avec la vie de la cité, pour que notre séjour ne soit pas exclusivement un séjour qui soit diurne, mais qui soit aussi le soir, découvrir les bons restaurants, découvrir les lieux de vie, etc., etc. Et nous n'avons pas bu exclusivement que du vin, nous avons goûté des mets, nous avons visité le château des Ducs de Bourgogne, nous avons visité différentes institutions de Bourgogne. C'est là où l'intérêt de notre démarche, c'est aussi de dire, eh bien, viens découvrir, amis touristes, viens découvrir les vins du Languedoc, viens découvrir les vins de notre héros, mais n'oublie pas qu'il y a intérêt à marier aussi le patrimoine et le plaisir du séjour avec ta découverte des terroirs. Et ça, c'est des choses qu'on a, nous, que d'autres terroirs n'ont pas, et sur lesquelles on peut travailler. Voilà. Là où c'est Languedoc voudrait prendre. Alors, si l'AOC Languedoc veut parler, qui est le représentant de l'AOC Languedoc? Aujourd'hui, c'est Guy Lautier, le trésorier de l'appellation. Guy, bonjour. Bonjour, Guy. Bonjour à tout le monde. Merci surtout aux trois responsables politiques parce que c'est une réunion que nous attendions depuis des années. Félicitations à vous trois et à vos équipes, puisque sur le Mas de Saporta, le projet que connaît Cyril et que connaît Isabelle et que beaucoup de monde connaît, permettrait aussi d'ajouter à cette grande réflexion collective et consensuelle des opportunités à la fois d'architecture, d'accueil, de présentation, de vitrine, de restauration, de festivités. Et donc, nous attendions ça depuis longtemps. Nous l'attendions au niveau de l'AOP Languedoc au niveau régional. Nous l'attendions au niveau de l'AOP Languedoc Grès de Montpellier, qui est en émergence pour une future appellation. Et nous l'attendions aussi en compagnie des IGP de la zone, puisque autour de cette métropole, il y a du beau vignoble, du grand vignoble, et il y a une grande richesse culturelle qui a été déjà évoquée à la fois par M. Derieux et par l'architecte. Et donc, nos salles sont ouvertes pour des réunions ou des ateliers, au-delà des dégustations et des accueils amicaux qu'on peut faire. Nous avons aussi, bien sûr, un certain nombre de vignerons sur la métropole qui nous accueilleront et vous accueilleront avec un très grand plaisir, parce qu'il me semble que ce projet est à la fois très ambitieux, très utile, et surtout, c'est un projet absolument d'avenir. Guy, deux réflexions. Ta présence et celle de Jean-Philippe à tes côtés nous rappelle aussi que le vin, c'est la fête. Oui. Et que on est habitué avec les rendez-vous de Saporta, les locaux, mais il faudrait aussi que les touristes se découvrent, à découvrir cette union sacrée que nous avons dans la fête avec les producteurs locaux et les producteurs. Alors, je le sais de source sûre, puisqu'il est assis à ta droite, que vous n'avez pas arrêté de faire des apéros au Mas de Saporta entre copains durant cette période de confinement. Nous sommes tout à fait d'accord, tous les participants à cette visioconférence, de ne pas vous dénoncer, c'est évidemment vous nous invitez. Avec plaisir. Sinon, on vous dénoncera à l'autorité de tutelle qu'est la mairie de Latte, dont je connais très bien le maire, Monsieur Granier. Et ça va barder pour vous, Monsieur Granier, si vous dépassez les 6 personnes et si vous dépassez l'horaire de 18 heures. Non, on fait des apéros à 6 personnes. Tu peux venir, il n'y a pas de problème.
On n'est pas plus J'ai nombreux. jamais été invité hein, pour rassurer tous les autres membres de cette visio. Et tu arrêtes à 18h? Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant que tu t'intéresses à la découverte, il n'y a pas de problème, on va t'inviter. Jusqu'à maintenant, on avait des difficultés. D'accord. Bon, c'était pour en finir sur une note joyeuse, parce que le vin, c'est aussi la rencontre, c'est aussi le plaisir d'être ensemble, et il faut surtout pas l'oublier. Faut surtout pas l'oublier, amis. Et c'est vrai que les efforts que vous allez faire avec la Chambre d'agriculture et tous les partenaires du Mas de Saporta, il est important aussi que ce lieu qui est en plein cœur de notre métropole, qui est au bord de l'autoroute, on parle de tourisme aujourd'hui, eh bien, nous ne loupions pas son évolution pour qu'il soit la vitrine de l'ensemble des vins de notre territoire et de cette force qu'est le monde de la viticulture auquel, vous le savez, je suis particulièrement attaché. Généralement, en visio, je me mets avec mon affiche des Cavignerons, puisque je rappelle à tout à chacun que j'ai été le premier à faire des rencontres de viticulteurs avec la population. Tu t'en rappelles, Jean-Philippe, nous étions jeunes et fringants quand on a inventé les Cavignerons qui après nous ont été piqués par Montpellier et par les autres. Mais c'est nous qui avons initié les premières rencontres entre les producteurs et les habitants de la métropole pour découvrir autour de la dégustation, de la fête et de l'amitié, eh bien, ce lien indéfectible qu'il y a entre le monde viticole et notre territoire. Chers amis, merci. Il n'y a que de l'enthousiasme. On a 2 bons consultants qui nous ont offert un cadre de travail, un cadre d'expression. Je le répète encore une fois, si vous ne participez pas, si vous n'apportez pas votre éclairage de quelque nature que ce soit, eh bien, l'étude sera une étude qui survolera de façon traditionnelle ce style de sujet. Il faut qu'on y participe tous, qu'on y apporte notre pierre à l'édifice. Et soyez-en certains, merci Guy de l'avoir remarqué, vous avez à la métropole, sous la présidence de Michael Delafosse et sous la conduite des 3 élus que nous sommes, Isabelle, Yvon et moi, une vraie volonté de rattraper le retard et même d'être exemplaires dans les démarches. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, merci de vos contributions et puis, eh bien, écoutez, que le travail démarre. Laetitia et André, bon courage à vous et on se tient à votre disposition. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.